Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de la parenthèse économique, toujours en votre compagnie, mon cher Thomas Binet, au beau programme d'Osez investir ce matin. La déclaration de revenus approche, Maxime, et chaque année, des milliers de Français payent trop d'impôts simplement par manque d'attention. Et on parlera aussi d'un investissement pas comme les autres, investir dans la musique. Nous sommes avec William Bailey, cofondateur de Bolero, plateforme d'investissement dans les droits musicaux. Peut-on vraiment acheter des chansons et toucher des revenus comme un producteur ? Et puis un signal inquiétant, les Français n'ont jamais été aussi nombreux à se plaindre de leur banque. Frais, manque de transparence, fraude. Nous sommes avec Lorraine Goumeau, journaliste financière. On verra pourquoi la confiance des clients est en train de se fissurer. Ecoréseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, la fameuse déclaration d'impôt, c'est souvent une source de stress, il ne faut pas se raconter n'importe quoi. Est-ce qu'on a une petite liste, on va dire, des erreurs qui sont souvent les plus réalisées ? La première, c'est tout simplement l'oubli, d'abord. Ah oui. Beaucoup de contribuables pensent que tout est déjà correctement pré-rempli, mais ce n'est pas toujours le cas. Revenus annexes, pensions, revenus locatifs, certaines informations doivent être ajoutées ou corrigées. Une simple erreur ou un oubli peut entraîner un redressement ultérieur avec des pénalités à la clé. Donc ce que vous nous dites en ce dimanche matin, c'est qu'il faut prendre le temps de tout vérifier, en détail de préférence. Absolument, la confiance n'empêche pas une forme de vérification. Il est essentiel de relire chaque ligne, même celle déjà complétée. Autre erreur fréquente, oublier certaines réductions ou crédits d'impôt, les dons, les frais de garde d'enfants, certains travaux. Tout cela peut alléger votre facture fiscale à condition de bien les déclarer. Chaque année, des milliers de personnes payent trop d'impôts simplement par manque d'attention. Est-ce qu'il existe des pièges, on va dire, plus subtils qu'on peut facilement éviter ? Oui, notamment les erreurs liées à des situations particulières, changement de situation familiale, déménagement ou cumul de revenus. Une case mal cochée peut avoir des conséquences importantes. Et puis, il y a ceux qui déclarent dans la précipitation au dernier moment. C'est souvent dans ces conditions que les erreurs apparaissent. Le bon réflexe consiste à anticiper, prendre le temps nécessaire et en cas de doute, demander conseil plutôt que de supposer. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Nous sommes avec William Bailey, le président et le cofondateur de Bolero, qui est une plateforme européenne qui permet d'investir directement dans des droits musicaux. Bonjour William Bailey. Bonjour Thomas Binet. Investir dans une chanson, concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que j'achète réellement en fait ? Concrètement, investir dans une chanson, c'est investir dans sa propriété intellectuelle sous-jacente. Donc, c'est-à-dire les droits qui protègent la création d'une chanson, donc sa composition ou son enregistrement, et par conséquent, les revenus que ça dégage. Alors, c'est quand même un type d'investissement assez original. D'où vous est venue cette idée ? Écoutez, cette idée, je l'ai puisée dans mon expérience personnelle, à vrai dire. Retour en 2020. C'était un moment comme beaucoup de Français, j'étais chez moi, j'avais un salaire et pas grand-chose à faire, donc c'est pour la première fois le moment où je me suis intéressé. Vous nous rappelez d'un petit truc qui s'appelle la Covid, où on a tous été enfermés pendant quelques semaines. Exactement. C'est ça. Et donc pour la première fois, je me suis intéressé à mes finances personnelles, et au même moment, des grands fonds institutionnels comme BlackRock, Blackstone, KKR et des grands assureurs ont commencé à déployer beaucoup d'argent, plusieurs centaines de millions de dollars, dans des catalogues, et ont réalisé des transactions qui ont fait couler beaucoup d'encre, comme le rachat du catalogue de Bob Dylan, de Queen pour 1,2 milliard, Justin Bieber pour 180 millions de dollars. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que des acteurs institutionnels déploient autant d'argent dans les droits musicaux ? Et en fait, ce qu'ils ont compris, c'est qu'à notre époque, la musique génère des cash flows récurrents. À l'époque, vous achetiez un CD une fois, il y avait un seul événement de chiffre d'affaires et vous l'écoutiez jusqu'à ce qu'il soit rayé. De nos jours, à chaque fois que vous appuyez sur Play, vous générez un micro-loyer qui en fait remonte aux propriétaires des droits musicaux. Et donc c'est ça qu'ont compris les fonds institutionnels. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien accéder à ce produit moi aussi. Mais malheureusement, il n'y avait pas de produit accessible. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Bolero avec mes associés. L'idée, c'était de rendre accessible cette classe d'actifs aux particuliers. Alors, on va rentrer dans un instant justement dans le détail de Bolero. Mais là, vous avez commencé à répondre un peu à la question que je voulais vous poser, mais je pense que vous pouvez la compléter par d'autres éléments. D'où viennent les revenus d'un titre musical aujourd'hui ? Vous avez parlé du streaming, mais on peut rajouter la radio, on est bien placé ici pour en parler. Les concerts aussi ? Évidemment. Il y a d'autres types de revenus là-dessus, et quels sont les plus rentables du coup ? Écoutez, très bonne question.
Concrètement, il y a 14 sources de revenus qu'on peut comptabiliser sur l'ensemble des droits musicaux, les plus connus et les plus lucratifs étant effectivement le streaming, le chiffre d'affaires des billetteries de concerts. On va avoir les diffusions radio, mais les diffusions dans les lieux publics aussi, les diffusions dans les cafés, hôtels, restaurants, boîtes de nuit. On va avoir les ventes physiques, évidemment, les ventes de vinyle, pour information, qui reviennent à des seuils de l'ère pré-streaming. Donc c'est plus de 5 millions aujourd'hui de vinyles qui est vendu par an, rien qu'en France. Donc toutes ces sources de revenus se complètent et créent finalement un rendement qui va être assez stable dans le temps, puisque au-delà d'avoir des revenus diversifiés, on a des niveaux de consommation qui sont prédictibles et stables grâce à l'ère du digital notamment. Mais pour quelle raison les artistes choisissent-ils de vendre justement leur catalogue aujourd'hui ? C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Oui. Alors, je c'est vais pas forcément naturellement leur intérêt, on pourrait y penser tel quel, si. En fait, si vous voulez, il faut voir un créateur. Alors déjà, c'est pas forcément que les artistes, ça peut être les producteurs, les éditeurs, les auteurs-compositeurs. Il faut voir ça comme un entrepreneur qui vendrait sa boîte, en fait. Au bout d'un moment, on a envie de capitaliser sur son succès, on a peut-être donc pris son risque et touché des revenus progressifs pendant 5, 6, 7 ans, et au bout d'un moment, on a envie de capitaliser là-dessus, et donc percevoir d'un coup la somme de 10 ans de revenus futurs. Donc ça peut être la démarche, en tout cas c'est la démarche qu'on voit le plus souvent, et sinon ça va être aussi des professionnels de l'industrie musicale qui ont besoin de se refinancer et qui voient en fait à travers la vente d'une quote-part discrétionnaire de leur catalogue un moyen de financer le futur de leurs activités. Alors vous avez créé Boléro en 2021, vous avez commencé à nous expliquer un petit peu en quoi ça consistait. Justement, c'est quoi le modèle à l'intérieur de Boléro ? Comment ça fonctionne pour quelqu'un qui nous écoute ce dimanche matin, qui se dit tiens, c'est assez original, c'est une forme de diversification. Ça peut pas être un investissement majeur, mais c'est de la diversification. Si j'ai envie d'aller là-dessus, comment je peux m'y prendre ? Écoutez, on a essayé de créer l'expérience qui est la plus simple et la plus intuitive possible. Donc aujourd'hui, Boléro, c'est une plateforme en ligne à travers laquelle particuliers et professionnels peuvent se créer un compte. Une fois qu'ils ont fait leur vérification de conformité, ils vont accéder à ce qu'on appelle des catalogues. C'est des paniers de chansons qui sont représentés par des obligations. Et donc, vous allez pouvoir investir dans ces obligations. Et une fois que vous êtes investi, vous allez percevoir tous les trimestres les rendements qui sont générés par les 14 sources de revenus qu'on a évoquées. Et qui sont les personnes les plus intéressées par ce type d'investissement ? Il y a une classe d'âge particulière qui se retrouve dans ce type d'investissement ? Alors souvent, on pourrait penser que ça va être majoritairement des jeunes ou des passionnés de musique. A priori, oui. Et dans les faits, pas du tout. En fait, on se rend compte qu'il y a... déjà, le segment d'âge est très varié. On a aujourd'hui notre segment le plus important, c'est les 35-50 ans. Et en réalité, ça va être souvent des profils ou des patrimoines qui ont besoin de se diversifier, qui vont avoir besoin de chercher de la décorrélation. Et ça peut être aussi parfois des segments plus jeunes et qui, eux, vont chercher à investir dans des actifs qu'ils comprennent parfaitement. Parce qu'en fait, c'est ça la vérité aussi. Ce que nos clients et notre communauté nous retournent, c'est que pour la première fois, ils ont accès à un actif dont ils comprennent d'où vient l'argent, comment ça circule et comment est-ce qu'ils peuvent en bénéficier. Et en réalité, c'est pas toutes les classes d'actifs qui sont simples à expliquer. Comprendre que j'investis dans la musique et plus la musique est écoutée, plus je perçois des rendements, c'est assez simple et à la portée de toutes et tous. Alors depuis 2021 chez Boléro, vous avez fait l'acquisition de plusieurs catalogues. Quels sont les types d'artistes qu'on retrouve au sein de vos catalogues ? Écoutez, on a la chance aujourd'hui d'avoir une exposition en France évidemment, mais aussi à l'international. Donc vous allez pouvoir investir dans des chansons interprétées par des artistes français comme Jul, Aya Nakamura, Barbara Pravi, donc des artistes très locaux, ou bien des artistes internationaux. Aujourd'hui, on a aussi dans nos catalogues des chansons de Ed Sheeran, The Weeknd, Drake. On va avoir des artistes comme Justin Bieber, Beyoncé. Donc, disons qu'on essaye, pour le formuler simplement, on essaye de vous libérer du choix de dans quelle chanson je dois investir. On vous sélectionne les chansons les plus écoutées dans le monde. On en fait des paniers et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous dire est-ce que je prends un risque ou pas. Je sais que j'investis dans les chansons des artistes les plus écoutés dans le monde. Quand vous achetez ces droits, ces catalogues, vous achetez les droits de façon exclusive. Personne d'autre peut les exploiter ? Alors non, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Aujourd'hui, les droits musicaux sont répartis entre toutes les parties prenantes d'un album ou d'une chanson. Un peu à la manière d'une société, on répartit le capital social entre les associés. C'est pareil pour les droits musicaux. Donc on a la possibilité d'aller négocier une quote-part avec une des parties prenantes et on n'a pas forcément besoin de réunir 100% de l'assiette des droits. Donc parfois vous allez investir, par exemple dans le cas de Ed Sheeran, il y a une chanson qui s'appelle Visiting Hours qui est dans nos catalogues. Vous allez vous exposer à peu près 10% des droits musicaux de cette chanson.
Alors vous annoncez des rendements, on va parler un peu rendement, parce que c'est les investisseurs aussi qui nous écoutent ce dimanche matin, autour des 9 à 10% annuels. Qu'est-ce qui explique ce niveau de performance? Parce qu'il est assez élevé malgré tout. C'est vrai, Et inhabituel du coup. C'est vrai. Donc le chiffre exact, c'est 9,3% de rendement annuel moyen depuis janvier 2023. Et alors comment est-ce qu'on explique ça? C'est très simple. Premièrement, la musique, c'est un bien qui n'est pas palpable, donc qui ne génère pas de frais d'usure, qui ne génère pas de frais d'entretien. Donc la majorité des frais sont générés au moment de la production. Ce qui fait que quand vous investissez dans un produit qui est déjà fini, établi, qui génère déjà des revenus depuis plusieurs années, vous n'avez pas de frais liés à cet entretien-là. D'autre part, nous, quand on a structuré Bolero, on avait envie de proposer une expérience d'investissement qui soit transparente et où on va parfaitement aligner nos intérêts avec ceux des clients finaux. Donc typiquement, nous ne prenons pas de frais sur le montant total collecté, nous ne prenons pas de frais qui sont des frais de reversement, par exemple, au conseiller financier. Enfin bon, disons que la structure de rémunération de Bolero et de ses partenaires est très simple et transparente, et donc forcément, ça maximise les rendements à la fin du trimestre. Et est-ce qu'il y a des risques sur ce type d'investissement? Parce que c'est toujours ça, quand même, quand on fait un investissement, on se pose la question du risque derrière. Est-ce que vous avez estimé des risques là-dessus? Il y a toujours des risques, évidemment. Il y a les risques qui sont liés à l'émetteur, il y a le risque de marché. Si Spotify tombe demain, par exemple, c'est sûr que les rendements vont baisser. Oui. Maintenant, la vérité, c'est que le streaming est rentré dans nos habitudes de consommation. Donc même si Spotify tombe demain, tout le monde se reportera sur une autre plateforme de streaming. C'est tout l'intérêt d'investir dans un actif, dans de la propriété intellectuelle, surtout à l'ère de l'IA, où, si vous voulez, la création et la propriété va devenir de plus en plus rare et de plus en plus stratégique. Donc investir dans les droits musicaux, c'est se garantir finalement une certaine forme de rendement lié à une monétisation culturelle. Mon ultime question en un instant, peut-on revendre facilement ses parts, d'après vous, ou est-ce un investissement long terme, donc court-termiste ou long-termiste? Plutôt long-termiste. Vous pouvez évidemment revendre vos titres à travers un tableau d'affichage, un marché de gré à gré. Alors c'est pas la liquidité de la bourse, c'est une liquidité qui est limitée. En revanche, nous, ce qu'on propose à l'ensemble de nos clients, c'est que quand on vous fait investir dans un catalogue, nous avons un horizon de sortie, une stratégie d'investissement. Et donc notre objectif, c'est de revendre le sous-jacent au bout de 8 ans en moyenne. Et donc, grâce à ça, déclencher un remboursement de l'ensemble des obligataires et donc le TRI global, le retour sur investissement pour tous nos clients. Merci à vous. Merci beaucoup, William Belli, d'être passé du côté d'Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le président et le cofondateur donc, de Bolero, cette plateforme européenne qui permet d'investir directement dans les droits musicaux. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, pour clore cette deuxième parenthèse économique, nous sommes avec Lorraine Goumeau, journaliste financière et experte sur toutes les questions d'investissement et de placement. Et vous allez avec elle nous parler des Français pas contents de leurs banquiers. Oui, comme les garagistes, les agents immobiliers, il y a des catégories comme ça qui concentrent un petit peu aussi le mécontentement des Français. Lorraine, de plus en plus de consommateurs se plaignent de leurs banques ou de services financiers. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Déjà, on salue les banquiers et les banquières qui nous écoutent. Oui. Mais ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est une accumulation de frustration. Les plaintes, figurez-vous, explosent parce que les attentes ont changé, mais pas toujours les pratiques, on va dire, des professionnels. Aujourd'hui, on a envie de transparence, de rapidité, de comprendre où va notre argent. Et quand c'est pas le cas, on tilte et ça coince. Alors du coup, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ces plaintes des consommateurs? Alors d'abord, très factuellement, les fraudes et les escroqueries qui ont littéralement explosé ces dernières années, avec notamment la digitalisation de nos vies financières. On consulte nos comptes en ligne, on fait nos virements solo sans passer par notre intermédiaire banquier. Ensuite, les frais bancaires, souvent incompris, jugés trop élevés. Et puis, il y a tout le reste, des contrats jugés trop flous, des délais de traitement trop longs ou un manque d'informations ou d'informations claires. L'OCDE explique que ces sujets concentrent l'essentiel des réclamations des clients et des clientes. Alors, vous avez des chiffres pour mesurer ce ras-le-bol? Oui, par exemple, en France, les signalements pour fraude financière ont augmenté de plus de 40% en quelques années selon la Banque de France. Et côté satisfaction, près d'un client sur 3 estime ne pas avoir une information claire et précise sur les frais qu'il paie, toujours selon l'OCDE. Alors selon vous, qu'est-ce que ça révèle au fond en fait, de cette histoire? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une perte de confiance. Les consommateurs ne remettent pas forcément en cause tout le système, mais ils veulent être mieux protégés et mieux considérés. Moi, je vois surtout un besoin aussi de services humains. Et pour les autorités, toutes ces plaintes sont une mine d'or parce qu'elles permettent d'identifier précisément où ça bloque, parce que derrière chaque réclamation, quelque part, il y a un signal faible et tous ces signaux mis bout à bout, ça peut devenir des vrais sujets de société. Merci Laurent.
Lorraine. Merci beaucoup à vous, ma chère Lorraine, et à vous, mon cher Thomas, qu'on retrouve évidemment la semaine prochaine, comme n'importe quel dimanche qui se respecte. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec YoMoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.